Film 4. Bonjour à tous. Le but de cette série de films est d'informer les ergothérapeutes sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière d'hygiène et de sécurité suite à 9 ans de questionnement, de recherche et d'expérience que j'ai menées en qualité d'ergothérapeute, afin de vous proposer des solutions face aux problématiques rencontrées sur le terrain grâce à l'innovation et d'initier la collaboration en santé grâce à des webinaires qu'ils introduisent. Les thèmes des films sont des notions microbiologiques aux risques infectieux, les moyens de prévention, les locaux et les dispositifs médicaux, les innovations et enfin des éléments de législation qui concernent l'exercice en ergothérapie. Les innovations. L'objectif de cette présentation est de permettre de s'approprier les moyens prévus par la Haute Autorité de Santé afin d'appliquer des solutions préventives de la transmission des infections par la suite. Nous avons vu dans le film précédent que le matériel d'ergothérapie est assimilable à des dispositifs médicaux et que la procédure d'entretien numéro 4 par essuyage avec un bactéricide est suffisante pour le matériel accessible à ce type de désinfection. Pour les plans de travail et les assises, il faut nettoyer les surfaces, mais aussi les endroits où les mains peuvent se poser pour s'installer. C'est le cas du dossier de la chaise, le dessous de la chaise et le dessous de table. Les interrupteurs et les poignées de porte aussi. Et tout ça avec des gants non stériles. Pratiquer l'essuyage avec un bactéricide avant et après la séance des dispositifs permet de corriger les erreurs de mauvaise application du produit ou l'oubli de certaines zones. Imaginez-vous, en mode privé, dans une salle de sport. Avant l'utilisation d'un agrès, admettons un vélo, vous nettoyez la selle et les poignées et les boutons de réglage du vélo avec les moyens à disposition avant de vous installer parce que vous ne savez pas si le dernier utilisateur l'a fait. Et puis vous répétez l'opération quand vous avez terminé votre exercice par respect de la personne suivante. Dans le cas où l'état du patient le permet, il est possible de lui demander de faire les opérations de désinfection du plan de travail, de l'assise, du matériel utilisé, etc. Sinon, l'ergothérapeute doit l'aider ou se substituer à lui. En préparation de notre prochain webinaire, je vous demande de lister les cas où le matériel utilisé en ergothérapie n'est pas accessible à cette procédure d'entretien numéro 4. Voici quelques pistes en attendant. Soit le matériel est désinfectable et la procédure d'entretien numéro 4 par essuyage d'un bactéricide peut s'appliquer, soit ce n'est pas le cas. Parfois, le matériel peut devenir désinfectable en réalisant une plastification ou parfois une impression 3D. On peut se demander la compatibilité des produits désinfectants et des composants des dispositifs entre eux, mais la réalité peut nous amener souvent à l'empirisme compte tenu des remarques faites précédemment. Le matériel peut dans beaucoup de cas devenir à patient unique. Comment? En étant entièrement dédié à un seul patient, ce qui peut nécessiter des fabrications à destination individuelle. Il peut être aussi dématérialisé. Enfin, l'utilisation de matériel sans contact est possible grâce aux nouvelles technologies dont nous verrons quelques exemples tout à l'heure. Voici quelques exemples de matériel désinfectable. Généralement, il est en matière plastique. Mais parfois, certaines pièces sont métalliques. C'est le cas des tiges, des ressorts, etc. Qu'est-ce que le matériel à patient unique? C'est une catégorie de matériel qui n'existe pas sur le marché. Les objets utilisés lors des soins sont entièrement dédiés au même patient. Il peut appartenir au patient. Il peut aussi être donné au patient à la fin de sa prise en charge, ou bien il peut être jeté. Le matériel à patient unique peut être fabriqué par les ergothérapeutes grâce à leur ingéniosité et leur créativité. Ils sont bien spécialistes des adaptations. Certes, cette activité de fabrication peut être chronophage et n'est pas codée par les logiciels institutionnels XAR ou PMSI. L'isolation du matériel à patient unique doit être faite dans des sachets zip et dans des contenants individuels désinfectables nominatifs, comme des bacs ou des valisettes en matière plastique. Ce qui présente aussi des avantages comme le gain de temps lors de la préparation de la séance. En effet, le matériel est déjà prêt dans son contenant individuel.
En cas de portage d'infection, le matériel utilisé doit être entreposé dans la chambre du patient. Voici l'exemple de l'apprentissage de l'écriture au clavier informatique qui nécessite parfois une personnalisation. D'ailleurs, je recommande toujours aux apprenants, à leur famille en fait, d'avoir leur propre clavier. Medimove permet d'exercer les fonctions d'équilibration et d'orientation des membres supérieurs grâce à des capteurs de mouvement. Ce dispositif permet de faire une évaluation des capacités fonctionnelles des membres et de l'équilibre. Les jeux sont simples, adaptables au niveau du patient, avec un scoring et la possibilité de progression. Une formation à l'utilisation de ce dispositif médical est nécessaire auprès du fabricant Naturalpad. Certains matériels de bilan sont désinfectables, mais ces opérations peuvent entraîner une usure prématurée des dispositifs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains matériels de bilan sont en papier, en carton ou même en bois. Le matériel utilisé pour certains bilans ne permet pas la désinfection de bas niveau. Comment contourner les difficultés ? Les bilans comprenant des supports papier peuvent devenir désinfectables par la plastification. Par exemple, les supports de copie du BHK, de la figure de Rey ou le Mini Mental State Examination, etc. Ou bien, on peut reproduire les modèles autant de fois qu'il y a de patients à la photocopieuse. L'essentiel est d'éviter la transmission croisée matériaux-portés. Ces bilans comprenant des épreuves écrites, par exemple les tests visio-spatiaux, les épreuves en copie, les dictées, les dessins, les questionnaires, que faut-il en faire ? Il est possible de dématérialiser ces épreuves en les photographiant, puis en les plaçant en format informatique afin de les corriger et les intégrer dans le dossier du patient. Les originaux seront conservés avec le matériel à patient unique dédié au patient dans son contenant individuel. Pour la correction du BHK, les photos ne conservent pas la dimension de l'écriture et vu la précision des grilles de correction, enfermer les épreuves écrites dans un sachet zip pour les manipuler par la suite peut être une solution. L'éducation des patients porteurs vis-à-vis des mesures d'hygiène doit être relayée par les ergothérapeutes. Elle diffère selon les spécificités des micro-organismes. Mais d'une façon générale, les règles standards d'hygiène des mains par friction avec de la solution hydroalcoolique avant et après la séance sont établies depuis des années dans les services. La pandémie de Covid-19 a répandu dans le public une meilleure observance de l'hygiène des mains et de l'hygiène respiratoire par le port de masques. D'autres pratiques permettraient de sécuriser l'environnement du patient en proposant une individualisation et une isolation du matériel de rééducation qui n'est pas désinfectable, comme les pages d'entraînement d'écriture manuscrite, les supports de texte à recopier comme un journal ou une revue papier. La désinfection du matériel utilisé pendant la séance et des zones autour du patient doivent se faire avant la séance, mais aussi en fin de séance. Quand c'est possible, nous pouvons demander aux patients de participer. Enfin, il existe pour les patients, au sujet de leur éventuel portage microbien, un devoir d'information des professionnels de santé. Mais il existe aussi un phénomène qui s'appelle le frein au signalement. Lors des visites à domicile, nous avons déjà évoqué l'impossibilité des ergothérapeutes libéraux à avoir accès au dossier du patient. Les signalements ne leur sont pas forcément communiqués. Pourtant, dans le cadre de la maîtrise des infections associées aux soins, ce devoir d'information de portage d'infection devrait être étendu aux personnes contacts liées à la compensation de la dépendance, comme les auxiliaires de vie, les aides ménagères, les bénévoles parfois, pour qu'ils puissent prendre les précautions adaptées. Un rappel important. Quand la procédure d'entretien numéro 4 par essuyage d'un bactéricide peut s'appliquer, c'est toujours avec des gants. Quand le patient peut lui-même prendre en charge la désinfection du matériel de rééducation utilisé et des surfaces autour de lui, l'inciter à le faire avant et après la séance, toujours en portant des gants non stériles. L'action de désinfection par immersion du matériel, quand elle doit avoir lieu, doit être faite par l'ergothérapeute avec des gants à manchettes longues, un masque et des lunettes de protection ou un masque à visière.
Les ergothérapeutes ont eu le droit par dérogation pendant l'état d'urgence en France, soit jusqu'au 10 juillet 2020, d'exercer en télésoin. Cette dérogation a été prolongée une première fois jusqu'à cet automne 2020, puis une deuxième fois jusqu'en février 2021. Loin d'être une pratique habituelle, certains en ont fait l'expérience. Sans contact au moment de la séance, le télésoin est une pratique idéale pour la prévention de la transmission croisée des infections associées aux soins. Le consensus professionnel indique des précautions pour pratiquer le télésoin en sécurité. Il faut assurer l'activité de télésoin en ergothérapie auprès de son assurance responsabilité civile professionnelle. Le patient doit obligatoirement avoir été rencontré préalablement, en présentiel, sur prescription médicale, pour les bilans initiaux et de même pour le suivi. Son consentement éclairé ou celui de son responsable légal doit être obtenu. Bien sûr, il faut s'assurer que toutes les conditions techniques sont réunies pour que la séance puisse avoir lieu. Attention à la confidentialité des échanges, à la protection des données. Les vidéos ne doivent pas être enregistrées. Ce domaine est nouveau et ne remplace pas les séances présentielles, mais peut apporter un soutien comme un outil supplémentaire. En outre, elles permettent d'apporter un soutien psychologique en créant du lien et de s'assurer que les exercices à faire régulièrement sont faits. Pour l'instant, nous n'avons pas de recul pour faire une évaluation des résultats. Voici un exemple d'outil de rééducation à distance. Réand. Il s'agit d'un outil mis au point en Espagne, à Madrid, par une équipe de chirurgiens et de rééducateurs de la main, permettant de prescrire des exercices sensorimoteurs à domicile et de surveiller les patients en recevant des données d'observance, des résultats d'échelle, de fonctionnalité, etc. et d'assister aux urgences. Les patients de retour à la maison avec Réand peuvent continuer à travailler et à être surveillés. On peut penser que c'est un support qui peut stimuler les patients pour être plus actifs dans leur rééducation et donc qu'ils obtiendront une meilleure récupération. Comment faire pour sensibiliser les fabricants de matériel de rééducation pour rendre le matériel désinfectable ou à patient unique ou pour le dématérialiser quand c'est possible? On connaît le cuivre pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes. Et de nouveaux matériaux voient le jour. Du verre, du revêtement de surface autodésinfectant, ça existe aujourd'hui. Et même un nouveau tissu qui délivre un gel à base d'alcool. À quand du matériel de rééducation autodésinfectant? Je vous remercie de votre attention. À bientôt d'échanger avec vous par visioconférence. Mais avant, je vous propose de visionner le dernier film.